Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast d'Aurore Éternelle, le podcast de l'Auberge des Univers. Nous revoici tous ensemble pour la lecture du chapitre 3 du Lore de Night, le jeu de rôle de chez Entremonde. Ce chapitre sera découpé en 4 épisodes, 3 sur la partie du chapitre 3, le Night, et un bonus, qui reprend la description des méta-armures et de leurs différents modèles. Bien, entrons à nouveau dans l'univers de Night. Bonne écoute! Chapitre 3. Le Night. Le Night est, fin 2037 et à l'instar du Nodashi, l'une des uniques forces de défense planétaire face à l'anathème. Il a été créé sous l'impulsion de Raphaël MacTavish, dit Arthur, et de James Nyakate, dit Merlin, après leur victoire contre les ténèbres de Dublin. Il est aussi soutenu politiquement et économiquement par les immortels, notamment le PDG de la Bird Corporation, Ismaël Jelam. Ceux que l'on nomme les chevaliers sont les membres du Night. Au nombre de 1000, ils comptent parmi les plus valeureux guerriers et soldats du monde et sont personnellement recrutés par Arthur, Merlin ou un des grands noms du Night pour leurs exploits ou leurs actions hors du commun. Parmi ces 1000 élus, 9 sont devenus les lieutenants d'Arthur, ces chevaliers de la table ronde. Kay, Gauvin, Lamorak, Lancelot, Palomides, Dagonet, Bohort, Sagramore et Bédiver. Réunis autour de cette structure légendaire avec Arthur et Merlin, ils partagent leur autorité avec eux. Ces lieutenants prennent des décisions qui mobilisent des sections entières du Night. Celles-ci regroupent les chevaliers selon diverses missions prioritaires, sous les ordres directs d'un unique lieutenant. Ainsi, par exemple, le chevalier Lancelot dirige la section Dragon, spécialisée dans la lutte contre les désespérés. Mais le Night, ce n'est pas seulement des hommes et des femmes, c'est aussi des méta-armures. Ces armures de combat, façonnées et pensées par Merlin et Gauvin, permettent aux agents de devenir de véritables surhommes tant qu'ils les portent. 9 modèles sont actuellement présents au Night, chacun développé pour un objectif particulier. Chaque méta-armure est d'ailleurs unique, ciselée et adaptée sur mesure, à la personne qui est destinée à la porter. En plus de ces méta-armures, tous disposent d'armes et de modules qui leur permettent de faire preuve d'une grande puissance de feu sur le terrain et de capacités extrêmement polyvalentes. Plus ils accumulent de gloire, plus leur héroïsme est retentissant et plus ils peuvent accéder à un meilleur équipement. Car la gloire est ce qui mesure la valeur d'un chevalier. Au Night, tout se fait au mérite. Et ceux qui se démarquent, par leur combativité, leur force, leur charisme, leur intelligence ou leur réussite, obtiennent les lauriers qui leur permettent de devenir meilleurs, de progresser de jour en jour. Enfin, les agents, qu'ils soient simples combattants, sénéchaux ou lieutenants, font tous partie d'une légende, celle commencée par Arthur et Merlin. Pour beaucoup, Arthur est un véritable dirigeant. La fondation de Camelot, à Londres, par ses soins, reflète l'histoire du roi Arthur. De même, les chevaliers de la table ronde seraient, pour beaucoup d'agents du Night et pour nombre de civils, destinés à vivre les mêmes choses que leurs homologues du passé. Réalité et mythe arthurien se mêlent ainsi, sans que personne sache ce qui est voulu et ce qui ne l'est pas. Cette légende est sensible, étrange, et envahit peu à peu Camelot et l'espace protégé par les chevaliers. Rumeur après rumeur, mot après mot, les proches d'Arthur et de Merlin affirment que de plus en plus de choses se déroulent comme dans l'imaginaire arthurien. L'Ia d'Excalibur, la méta-armure d'Arthur, aurait accédé à l'indépendance et se ferait appeler Guenièvre. Merlin aurait rencontré il y a des années une certaine Viviane, qui l'aurait aidé à mettre au point la première méta-armure et, comme si cela ne suffisait pas, les chevaliers de la table ronde, le roi et son conseiller recherchent activement ce qu'ils nomment le Graal, la lumière pour tous les peuples. Arthur et Merlin. Le Night est né d'un malentendu, d'une erreur de jeunesse et d'un signe un peu trop mystérieux. Alors qu'il était encore au service de la NAU et que les ténèbres dévoraient le monde, James Nyakate, le futur Merlin, aurait découvert presque par hasard une méta-armure. Les rumeurs racontent qu'il a fait cette découverte grâce à une mystérieuse femme nommée Viviane. Elle ne précise pas si cette femme était une humaine ou une envoyée des ténèbres. Elle ne précise pas non plus ce que Viviane a exactement offert à James, et si cela a véritablement été un don, généreux, sans arrière-pensée.
Toujours est-il que, grâce à cette femme, l'homme avait en sa possession une méta-armure rutilante qu'il a nommée Excalibur. La légende était en marche. Le savant a cherché durant quelques semaines un bon candidat au port de cette nouvelle arme, et, à l'automne 2036, aucun ne semblait doué d'assez d'honneur, de maîtrise de soi, de force de caractère. C'est par hasard qu'il a rencontré Raphaël McTavish. Ce dernier était alors capitaine d'Eurocorp et chargé de l'évacuation de Dublin. La ville commençait à se couvrir d'un lac de ténèbres, à endurer l'apparition d'étranges créatures masquées qui enlevaient les habitants les plus faibles. Avec très peu d'hommes, McTavish a réussi à préparer un exode massif et se montrer capable de gérer les combats, comme la logistique. Très vite, ses supérieurs n'ont plus répondu à ses appels et ses demandes, préférant s'occuper de la gestion de leur propre crise. Débordé, le capitaine prenait chaque jour des décisions de plus en plus difficiles. Et chaque nuit, de plus en plus de ses hommes tombaient. En seulement quelques jours, il n'avait presque plus de soldats sur qui compter. Et puis, c'est arrivé. Durant une nuit, le poste de commandement a été couvert par une obscurité presque palpable. Le capitaine et ses derniers soldats ont été assaillis de toutes parts, assiégés par des créatures cruelles pourvues de masques blancs. McTavish a été le seul à s'en sortir, au prix de nombreuses blessures et d'un esprit abîmé. À pied, seul dans la nuit, il a réussi à rejoindre un camp de réfugiés, où il a été accueilli en héros pour sa bravoure pendant ces nombreux et difficiles jours. C'est durant cette nuit que Merlin a rencontré celui qui allait devenir Arthur. Alors simplement là pour étudier les ténèbres et leur évolution, l'aide du savant a été sollicitée pour soigner le capitaine. Au cours de longues heures, puis de longues journées, les deux hommes ont discuté et se sont compris. Personne, en dehors de ces deux interlocuteurs, ne sait ce qu'ils se sont dit et ce qu'il s'est réellement passé durant cette période. Certains pensent qu'Arthur est mort durant sa première nuit de convalescence et que Merlin lui a redonné vie par l'intermédiaire de la méta-armure. D'autres croient savoir que le capitaine était le seul à même de revêtir Excalibur, comme s'il avait été élu par elle. D'autres encore pensent qu'Arthur et Merlin ont passé un marché, le premier souhaitant libérer Dublin et sauver ses hommes, le second pensant que le monde devait voir la naissance d'une nouvelle génération de guerriers. Toujours est-il qu'après sa convalescence, McTavish n'était plus le même. Il avait décidé d'abandonner son poste au sein d'Eurocorp et était désormais connecté à la méta-armure, qu'il n'allait enlever que très rarement par la suite. Merlin a alors décidé qu'il était temps de montrer sa découverte aux immortels. Il a réussi à contacter Ismaël Jelam, le dirigeant de l'Arche de l'Ombre, qui a réuni autour de lui plusieurs autres de ses pairs. Arthur a activé les systèmes impressionnants de la méta-armure qu'il portait. Il a soulevé un blindé, à la force de ses bras, volé au-dessus de l'arche, couru à la vitesse du son et accompli bien d'autres prouesses. Cependant, ces exploits n'ont pas suffisamment retenti auprès des immortels. Avant d'investir dans le projet de Merlin, il voulait des preuves de son efficacité sur le terrain. Ces preuves leur ont été données seulement quelques jours plus tard. Revêtu d'Excalibur, l'ancien capitaine a réussi à libérer Dublin et à lever la tache de ténèbres. Seul. Il est devenu un héros pour tous, pour les citoyens des Arches, les habitants des territoires libres, comme pour les rebuts. Il était le premier homme à défier l'anathème et à réussir là où tant avait échoué. Les médias l'ont très rapidement nommé Arthur, et, dans son sillage, l'espoir est peu à peu revenu. La fondation du Knight. Avec cette première victoire et le soutien des immortels, Arthur et Merlin ont gagné une certaine légitimité. En novembre 2036, la première pierre du Knight était posée, avec la création de 100 méta-armures grâce à la Bird Corporation, l'entreprise d'Ismaël Jelam, ce dernier ayant décidé de soutenir à 100% le travail de Merlin, économiquement et politiquement. Grâce au denier de l'immortel, au travail acharné de Merlin et de quelques ingénieurs triés sur le volet, les 100 méta-armures ont été créées en moins d'un mois. À l'époque, elles ne portaient pas de nom, mais un simple numéro de série, commençant par le terme Alpha. C'est Connor Cromwell, jeune homme recruté en personne par Arthur et appelé par la suite Gauvin, qui a nommé les méta-armures en fonction de leur utilité au combat. La Warrior, tout premier modèle, devait ainsi être une simple machine de guerre, mais elle est en fait devenue bien plus en prenant le rôle d'étendard du Knight dans sa lutte contre les ténèbres. Dotée d'armes et de modules, conçus tantôt par Merlin, tantôt par les chercheurs de la Bird Corporation, offrant de puissantes capacités, les élus choisis pour revêtir une des 100 méta-armures sont devenus les premiers véritables chevaliers.
De succès en succès, ils ont apporté l'espoir, notamment en Europe, où ils étaient très nombreux à agir. Presque partout, on les appréciait, voire adorait, car ils luttaient, par simple abnégation, contre l'horreur qui dévorait le monde. Très vite, le Knight a été officialisé comme l'arme ultime des immortels dans leur lutte contre les ténèbres. Cela a bien évidemment engendré des rivalités avec le Nodashi, qui a pris cet état de fait comme un grave affront. L'Arche d'Humanité, toujours sous l'impulsion d'Ismaël Djelam, a offert à Arthur et aux Knights le palais de Westminster comme quartier général. Le lieu, déserté par les instances administratives et politiques du Royaume-Uni, sans doute mis au ban par les immortels, est devenu lui aussi un des symboles du Knight. Bien qu'il soit équipé des dernières technologies en matière de domotique, de confort et de sécurité, le palais a conservé son style gothique, et rares sont les pièces ou les sculptures qui en ont disparu, même si de nombreux bâtiments ont été ajoutés tout autour et sous ses fondations. En 2037, le Knight compte 9 modèles de méta-armure, 1000 personnes prêtes à les endosser, et une quantité impressionnante de victoires. Mais bien que l'espoir naisse dans leurs pas, les chevaliers ne peuvent défendre l'humanité partout, et ne peuvent lutter sur tous les fronts. Pour beaucoup, ils ne font que retarder l'inévitable échéance, celle de l'engloutissement de la planète, sous les ténèbres. L'organisation du Knight. Le Knight possède une organisation bien définie. Fonctionnant comme une force paramilitaire, sa hiérarchie est stricte et aussi très particulière, basée sur le respect de l'honneur et un décorum précis, tiré de la légende arthurienne. Ainsi, c'est Arthur qui commande à l'ensemble des chevaliers. Les agents lui octroient souvent le titre de seigneur ou de chef de guerre. Aucun chevalier, hormis ceux de la table ronde, ne possède le droit de s'adresser directement à lui, sauf lors des séances de doléances qui ont lieu chaque semaine à des horaires très changeants. Lors de ces séances, tout membre du Knight, peu importe son statut, peut s'adresser à Arthur, lui soumettre ses idées et lui adresser ses requêtes. Le seigneur écoute toujours attentivement, et il arrive souvent qu'il mette en œuvre une suggestion émise lors d'une séance de doléances. Qu'il se trouve sur un théâtre d'opération ou en mission diplomatique, il tient par-dessus tout à conserver ces moments de partage où la hiérarchie est presque balayée et se déplace donc toujours pour les présider. Juste après Arthur, en termes hiérarchiques, il y a Merlin, conseiller du Seigneur, grand maître d'œuvre et fondateur du Knight. L'homme d'âge mûr occupe une place particulière dans l'organisation. S'il jouit d'une autorité supérieure auprès des chevaliers, il n'en use jamais, se contentant de prodiguer de sages conseils et de travailler avec Gauvin, dans la tour, son atelier personnel, où seuls de rares élus peuvent entrer. On raconte parfois que c'est dans ce lieu qu'ont été conçus et prototypés les premiers modèles de méta-armure. Pour coordonner le millier d'hommes et de femmes portant le nom de chevaliers, Arthur et Merlin ont décidé de découper l'organisation du Knight en différentes sections, chacune dévolue à un objectif particulier dans sa lutte contre l'anathème. À la tête de chacune d'elles, on trouve un lieutenant, un membre ayant reçu le titre de chevalier de la table ronde. Au sein du Knight, ils sont l'équivalent d'officiers de terrain qui relaient les ordres suprêmes et les décisions prises au sein de la table ronde. En effet, en plus de diriger une section, chacun participe à cette assemblée mensuelle et privée qui vise à orienter la politique générale de l'organisation et qui statue sur les grandes décisions internes comme externes. Évidemment, si les chevaliers présents ont leur mot à dire, c'est Arthur qui préside les séances et qui tranche les décisions lors des débats. Petite particularité tout de même, Ismaël Djelan possède un droit d'accès aux différentes réunions organisées. Le président directeur général de la Bird Corporation et administrateur général de l'Arche de Londres n'y vient presque jamais, mais insiste pour obtenir des comptes rendus détaillés. Par ailleurs, c'est aussi lors des séances de la table ronde qu'est discutée l'avancée de la quête principale du Knight, celle du Graal. Les indices, les victoires, les défaites, les nouvelles relations, les disparus et les nouvelles recrues sont mentionnés et étudiés lors de ces assemblées qui durent parfois des journées entières. Dans chacune des sections, des hommes et des femmes travaillent tous les jours pour combattre les ténèbres. Ceux-là sont nommés chevaliers et constituent l'épine dorsale du Knight. On en compte entre 20 et 200 en service actif dans chacune des 9 sections. Ils forment le gros de la puissance de l'organisation, car ils reçoivent, tout comme Arthur et les chevaliers de la table ronde, le privilège de porter une méta-armure. Chacun doit obéir aux ordres du lieutenant dirigeant sa section et, bien entendu, aux ordres d'Arthur. Enfin, au même niveau hiérarchique que les chevaliers, on trouve le personnel du Knight, c'est-à-dire environ 15 000 personnes qui sont autant de techniciens, mécaniciens, scientifiques, agents administratifs, agents de sécurité
ou encore agents de propreté, qui travaillent à la bonne marge de Camelot. Un bon tiers de ces agents œuvrent dans une section unique, la section Korrigan, sous les ordres de Palomides. Personnalité et section. Actuellement, il existe autour du chef du Knight 9 chevaliers de la table ronde qui forment le cercle fermé des lieutenants du Seigneur. Chacun de ces hommes et chacune de ces femmes a été choisi pour avoir accompli un haut fait si glorieux, si prestigieux, qu'il a permis à l'humanité d'avancer vers la lumière qui lui manque tant. Voilà qui conclut le premier épisode du 3e chapitre de Knight. N'oubliez pas le pouce, le partage, les commentaires et la cloche, ça aide la chaîne et ça me motive à fond. Je vous retrouve pour la suite dans l'épisode suivant. À bientôt, ciao ciao!